Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce JAP à propos de Roy Lichtenstein et de ses héritiers. Mon nom est Christophe Weiss et j'enseigne l'histoire de l'art contemporain à Art au Carré à Mons. Cette conférence aura pour but de vous présenter ou de représenter en quelque sorte le travail de Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein sera aussi présenté en compagnie de personnalités qui seraient comme des héritiers des questionnements qu'il a mis en place tout au long de sa pratique artistique. Roy Lichtenstein est un artiste, comme vous le voyez, qui est né en 1923 et qui décédera en 1997 et qui, aujourd'hui, est considéré comme l'une des grandes figures tutélaires du mouvement pop art. Mais, originellement, Roy Lichtenstein est un petit garçon plutôt timide, bien que déterminé et espiègle, issu d'une famille new-yorkaise, une famille cultivée new-yorkaise, où les enfants sont amenés au concert, sont amenés à visiter des expositions, et très vite, Roy Lichtenstein se passionne pour le dessin et la pratique artistique au sens plastique du terme. Il s'oriente vers des études artistiques, mais l'histoire va contrecarrer un peu son destin, puisqu'il va être embrigadé vers l'Europe en participant à l'effort de guerre. Il restera quelque temps en Europe pour circuler, pour étudier un peu à Paris, mais de retour à New York et aux États-Unis plus exactement, il va chercher à subvenir aux besoins de sa famille. Il a 2 enfants et pourtant il cherche à mettre en place une production qui aurait son caractère propre. Au début, le caractère propre de sa pratique est timide. Regardez ici ce tableau, c'est une sorte de tableau synthèse d'une nature morte. Alors l'image est en noir et blanc, mais on comprend que ce n'est pas une grande peinture, une peinture qui va marquer l'histoire de l'art. À l'époque, ce qui domine au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'expressionnisme abstrait. Des gens comme Jackson Pollock ou Willem de Kooning sont au sommet de leur notoriété ou vont apparaître comme étant véritablement les peintres américains. En l'occurrence, le dénominateur commun de cette pratique, c'est une pratique abstraite et extrêmement expressive, où l'artiste met en quelque sorte ses tripes dans le tableau et fait en sorte de ne plus être simplement un peintre du poignet, mais un peintre du corps, où Jackson Pollock, par exemple, va jeter la peinture, va sauter au-dessus de sa toile, les formats vont être considérables, toute une série de choses qui vont faire que l'abstraction expressionniste va devenir le mouvement symbolisant la grandeur de l'art américain. Le critique qui contrôle en quelque sorte l'équilibrage intellectuel de toutes ces pratiques artistiques est Clément Greenberg. Il est radical, il ferme son système de telle sorte que toute personne qui n'est pas au sein du système passe pour une personne non intéressante. Dès lors, la plupart des jeunes artistes cherchent à incorporer cette mécanique qu'est l'expressionnisme abstrait. Jeune artiste, Roy Lichtenstein va donc faire en sorte de traduire ces interrogations picturales par des gestes qu'il va essayer de positionner sur la surface de la toile de manière un peu inédite quant à la manière de les poser. Et donc vous voyez par exemple qu'ici, il fait des expériences où il pose la peinture et ensuite il la tire. Il se crée comme des filaments, comme ça, dans la matière picturale, ou un effet que l'on pourrait éventuellement évoquer comme étant un effet comme lorsque vous pressez vos dentifrices. Et vous pourriez racler cette surface, prolonger l'expérience picturale. À dire vrai, cette phase de la pratique de Roy Lichtenstein n'est qu'une sorte de jalon complémentaire à l'expressionnisme abstrait, il ne serait qu'un rejeton de cette forme. Dès lors, très vite, il laisse tomber cette dimension-là de son travail. Par contre, cette toile-ci va tenir un peu plus en haleine le public, dans le sens où, étrangement, il renonce à l'abstraction
même s'il y a des zones qui peuvent évoquer une forme d'abstraction dans le fond du tableau. Il y a un dessin qui semble enfantin, ici, dans ce tableau, et qui renvoie éventuellement à certains dessins et à la permanence du dessin d'enfant dans l'œuvre de Paul Klee. Paul Klee qu'il avait rencontré au travers de ses œuvres en Europe. Et ici, on a une relecture un peu sarcastique d'un grand tableau de l'histoire américaine, Washington traversant le Delaware. Le tableau en question, le voici. Évidemment, lorsque Roy Lichtenstein reprend ce tableau, la plupart des personnes qui lisent le titre de l'œuvre de Roy Lichtenstein sont très conscients mentalement de quelle est l'image de laquelle il est parti. Et donc, il se crée une dimension de narration et une dimension sarcastique, humoristique. Ici, on a le caractère grandiose d'un tableau d'histoire, alors que chez Roy Lichtenstein, on est plutôt sur quelque chose qui est enfantin, comme si on rejouait l'histoire avec des capes qui sont en fait des essuies. Au même moment, un artiste qui lui aussi a eu une grande visibilité au sein du BAM il y a quelques années, Andy Warhol, est lui aussi en train de se former. Warhol cherche à faire une peinture où il y a une certaine forme de gestualité, regardez les fonds par exemple, mais aussi ici il renonce à son tour à la question de l'abstraction. Et il va, à l'inverse, essayer d'aller vers une voie qui est une voie qui serait comme quelque chose qui rebuterait les gens. Ici, ce sont deux autoportraits où vous avez un point commun, c'est la question du doigt qui se fourre dans le nez. On est très loin d'un autoportrait en artiste héroïque, par exemple. Warhol va chercher à exister économiquement, de même que Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein va s'orienter vers une carrière de professeur, alors que Warhol, lui, sera plutôt illustrateur. En 1951, il gagne notamment un prix pour illustrer une sorte de rapport à propos des méfaits de la drogue aux États-Unis. Très vite, il va commencer à illustrer un certain nombre de contes pour enfants, de textes enfantins, mais aussi à travailler pour des magazines de mode ou des magazines de culture populaire. Alors qu'en somme, Warhol s'exprime essentiellement de manière intime et personnelle au travers du dessin à l'époque, et notamment de dessins représentant des hommes qu'il rencontre de ci, de là. Lichtenstein, lui, est plutôt un travailleur, un père de famille. Il est loin de la figure de Warhol. Il est plus rassurant aussi pour le public, et ça, on reviendra là-dessus plus tard. Warhol décide en 1961 d'utiliser une de ses professions, c'est-à-dire concepteur de vitrines de grands magasins, pour exposer ses propres œuvres. On est en avril 61, il prend quelques mannequins et il les associe avec des tableaux qu'il est en train de réaliser sur la culture populaire, à propos de la culture populaire. Les publicités, les comics sont donc présents dans cette vitrine. Un comics comme celui-ci, cette toile de Superman datant de 1961, où en fait il agrandit une vignette et il garde un caractère d'expression plastique. Regardez la manière par exemple dont la peinture dans la partie inférieure gauche est laissée couler. Donc il y a un désir de montrer qu'on n'est pas sur de la reproduction. On est en 61 et il agrandit une vignette de bande dessinée. Ça nous fait immédiatement penser à Roy Lichtenstein, dont c'est en quelque sorte l'archétype. Lichtenstein le voilà en famille. Et la légende raconte que c'est un de ses fils qui, à un moment, lui aurait proposé de dessiner une vignette. Alors, de vignette, ce n'en est pas vraiment une, puisque en fait, il s'agit plutôt d'une illustration qu'il avait dans un album qu'il montrait donc à son père.
Il lui demande d'agrandir cette image. Roy Lichtenstein s'exécute, prend une toile et refait l'image en question. Il la repositionne de telle sorte qu'elle apparaît plutôt comme une bande dessinée plutôt que comme une illustration. Déjà un léger décalage. Il y a aussi un décalage de couleur qui est présent dans le tableau. Roy Lichtenstein regarde cette toile et se rend compte que cette toile, pour une fois, a un caractère radicalement différent de la production de toute autre personne qu'il ait pu croiser dans l'histoire de l'art en amont. Il se décide donc à prolonger cette expérience et à faire en sorte de dessiner une série centrée sur des images appartenant à la culture populaire. Ces images seront donc agrandies, première caractéristique, réalisées dans des coloris très réduits. Ici, vous voyez le blanc de la préparation de la toile, le bleu, le rouge et le jaune, et incorporant le langage pour signifier la source qui est la source évoquée ici, qui est le comics ou la bande dessinée. Même si on l'a vu, on était plutôt sur de l'illustration comme document source. Mais même lui, dans des interviews, oublie ce détail qu'il ne s'agissait pas de bande dessinée pour la première œuvre. Vous le voyez, il y a aussi une volonté d'avoir une peinture extrêmement plate. Donc la plupart des espaces sont plutôt des aplats colorés, à l'extrême limite de deux espaces, à la différence près que deux espaces ne sont pas traités de la même manière, l'intérieur des yeux de Donald et la peau du visage de Mickey. On reviendra sur ce traitement tout de suite après. En fait, la figure des animaux de Walt Disney, Mickey ou d'autres personnalités des comics comme Bugs Bunny existait déjà dans le vocabulaire de Roy Lichtenstein. Mais vous le voyez, ici ce sont des dessins et ces dessins étaient traités de manière plutôt expressionniste. La révolution, c'est d'accepter le fait de ne plus mettre une sorte de pathos héroïque qui était vraiment la marque de fabrique de l'expressionnisme abstrait. On est à la fois figuratif et la patte de l'artiste n'est pas présente. Autre image de 1961, autre tableau, à nouveau une augmentation d'une vignette, une vignette démesurément agrandie, et c'est un combat de Popeye et un de ses ennemis. Ici, le vocabulaire lié à la bande dessinée, en l'absence de texte, est amplifié par les mouvements qui sont suggérés par des lignes évoquant l'énergie. C'est quelque chose qui passionne Roy Lichtenstein, ces choses qui sont autant de signes qui, dans une image fixe, donnent la sensation d'un mouvement. Observez par exemple la manière dont la barbe de l'ennemi semble glisser hors de son corps à cause de la violence du coup de Popeye. On retrouve la question de la limitation des couleurs et par ailleurs aussi, ici, une apparition, celle du cercle noir. Les formes sont cerclées à la manière des bandes dessinées de l'époque. On retrouve ce goût pour l'aplat, même si ici il est légèrement contrebalancé par certains effets, comme dans la partie basse du tableau ou dans le haut du vêtement de Popeye. Ces tableaux-là, les tableaux liés à la bande dessinée, vont faire sensation auprès du plus grand galeriste new-yorkais, en l'occurrence Leo Castelli. Leo Castelli met un petit temps avant de se décider pour deux raisons. D'une part, il considère que le caractère trivial, populaire, n'est pas très intéressant pour l'élite de ses clients. Et d'autre part, il se rend compte que plusieurs artistes travaillent sur cette question de la bande dessinée. Il a notamment vu la vitrine de Warhol. Et finalement, il va opter pour la sagesse, le calme et la mesure de Roy Lichtenstein plutôt que l'exubérance warholienne.
Alors bien entendu, Léo Castelli va récupérer Warhol des années plus tard, mais Warhol en restera blessé et par exemple décidera de cesser de faire des tableaux liés à l'usage de la bande dessinée, laissant le champ libre à Roy Lichtenstein. Alors voilà l'archétype absolu d'un tableau de Roy Lichtenstein tel qu'on se le figure aujourd'hui. Observons-le de plus près et remarquons donc une simplification des formes, un goût pour le cerclage, une limitation des couleurs, l'usage du langage et aussi une certaine forme d'érotisme. Cette image est donc une image qui est agrandie d'une bande dessinée. La voici. Voilà la couverture de cette bande dessinée et vous aurez remarqué en faisant des allers-retours entre le phylactère et plus exactement la pensée, puisque c'est ici plutôt le personnage féminin est en train de penser à quelque chose, et il y a de légères différences dans la manière dont le texte va être écrit. Par exemple, le héros s'appelle dorénavant Brad. Dans le tableau de Roy Lichtenstein, il s'appelle Brad. Brad, c'est un des prénoms les plus communs et qui est plutôt un prénom qu'on associe à un personnage héroïque, notamment des militaires. Vous voyez que par exemple dans l'image ici, les larmes sont dépeintes en blanc alors que dans l'objet originel, elles avaient la même teinte que la carnation. Donc il y a de légères transformations entre l'image source, mais qui est tout de même fortement préservée, et le tableau de Lichtenstein. Ce qui existe, et dont je vous ai évoqué l'apparition au sein de sa pratique, c'est des zones d'aplat, mais aussi une sensation de tramage. Cette sensation de tramage, il la matérialise par l'usage d'une grille avec des diamètres différents, donc il y a plusieurs grilles, et qu'il vient poser sur la toile et il peint alors chaque cercle l'un après l'autre. Ça renvoie vers une technique d'impression qui s'appelle le Bendé Dots. Le Bendé, les Bendé, c'est une technique peu coûteuse d'impression où les couleurs se superposent et en fonction de l'équilibre, une couleur va dominer. Ici, vous avez un détail d'une bande dessinée de l'époque qui est imprimé en Bendé. Ce tramage fascine Roy Lichtenstein et va devenir sa marque de fabrique, un équilibrage savant entre le tramage et les zones d'aplat. Il y a de nombreuses techniques au sein du travail de Roy Lichtenstein qui montrent que Roy Lichtenstein est extrêmement précis. C'est quelqu'un qui notamment fait un énorme usage du tape, de l'autocollant qu'il pose sur ses toiles afin d'arriver à un résultat qui semble être presque mécanique. C'est donc intéressant de voir une exposition Roy Lichtenstein au travers du filtre de l'impression, au travers des techniques d'impression, puisque toute sa carrière de peintre a cherché à faire disparaître le geste pictural, à l'inverse absolu de quelqu'un comme Jackson Pollock ou comme Willem de Kooning. Alors, revoilà un tableau emblématique de Roy Lichtenstein et sa source. Vous voyez qu'ici le langage a été évacué et on a transformé quelques petites choses au sein de l'image. Vous retrouvez ce goût pour les aplats et la trame que l'on retrouve dans les carnations, notamment. À nouveau, ce désir d'évoquer la vitesse au sein d'une image fixe. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a une forme d'ironie au sein du travail de Roy Lichtenstein. Ici, vous retrouvez le prénom Brad,
cette espèce de héros conquérant américain. Le fait que c'est une œuvre qui est plutôt une œuvre du début du travail de Roy Lichtenstein et qui évoque une carrière à venir qui va être acclamée par de nombreuses personnes puisque les œuvres produites sont des chefs-d'œuvre, masterpieces, et vous avez ici une image que l'on ne voit pas, un tableau qui est vu de dos. On reviendra sur cette question tout à l'heure. On retrouve une forme d'humour un peu délicate de Roy Lichtenstein dans ce tableau-ci. Je vous ai de nouveau mis la source pour dire à quel point ces sources sont importantes, sont en somme peu transformées. Et ici, il dit qu'il n'y a personne, donc je peux voir dans l'ensemble de la pièce, et il n'y a personne dedans. Comme si au sein de son tableau, il n'y avait rien, une sorte de vide, un vide dû au caractère populaire de cette image, ou bien on pourrait lire que c'est un observateur d'une exposition de Roy Lichtenstein et qui dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur de l'expo, ce qui est évidemment plus du tout le cas aujourd'hui. Parmi les œuvres les plus célèbres de cette période de Roy Lichtenstein, il y a notamment des œuvres qui sont reprises au sein de bandes dessinées et de comics qui sont plutôt des comics à connotation plutôt masculine, héroïques guerriers qui s'affrontent. Et ici, vous avez donc une œuvre qui appartient à la Tate moderne, qui est l'un des jalons essentiels de ce musée en termes de compréhension du pop. Et vous avez deux panneaux où c'est un combat aérien entre ces avions et l'un des deux éclate et il y a une onomatopée qui vient comme prolonger l'explosion. On retrouve un phylactère à nouveau et bien entendu ce tableau comme tous les tableaux de Roy Lichtenstein, a été étudié savamment et a fait l'objet d'abord d'un dessin préparatoire que voici. Vous voyez qu'il simplifie les formes, il crée la tension entre les deux zones, il pose les couleurs qui devraient venir nourrir le tableau avec des petits, soit l'initiale d'une couleur ou des choses comme ça. Mais l'image provient en fait d'une bande dessinée qu'il a donc simplifiée. Il a retiré le phylactère qui passe entre les deux zones. Je vais revenir au dessin pour que vous puissiez à la peinture, pardon, pour que vous puissiez le constater. Le phylactère central a disparu. Il y a aussi d'autres, l'onomatopée en dessous du premier avion à gauche a lui aussi disparu, a elle aussi disparu. Il y a plus d'avions dans l'image source. Phénomène assez intéressant, l'un des dessinateurs de cette bande dessinée était un compagnon d'armée de Roy Lichtenstein. Vous imaginez bien que le compagnon d'armée de Roy Lichtenstein n'a pas été extraordinairement heureux de voir que Roy Lichtenstein s'était approprié son image. Pour certaines personnes, Roy Lichtenstein est un kleptomane d'images, en fait, un voleur d'images. Et pour d'autres, Roy Lichtenstein est un grand maître puisque les gens de la bande dessinée ont besoin de tout un ensemble de vignettes pour faire exister une image, alors que lui peut raconter toute une histoire au sein d'un seul et même tableau. Le pouvoir évocateur de sa peinture est tel qu'il nous raconte toute une histoire. On comprend tout sans le reste des images. À propos d'images et d'objets, voici une des méthodes utilisées par Roy Lichtenstein. Il découpait des objets dans des brochures, dans des éléments envoyés dans des folders en quelque sorte, et il les classait par catégorie dans de petits cahiers pour ensuite éventuellement les agrandir et amener une image de la consommation qui était triomphante à l'époque aux États-Unis. Cela a donné
un ensemble de tableaux très simples, fond blanc, image noire, et qui, à y regarder de près, sont en fait des sortes de copies conformes des éléments qu'on trouvait dans le cahier. Pour autant, en tant qu'homme très fin et cultivé, il y mettait un ressort qui était presque invisible, une sorte de petit, soit de petite piqûre ou d'éléments sarcastiques, et qui est en fait un écho à d'autres artistes de l'époque. Par exemple, ce pneu et sa structure, en somme, renvoient vers la peinture de Frank Stella. Alors, bien entendu, en regardant ce tableau, on n'y pense pas, ou en tout cas, peu de gens pouvaient y penser. Mais lui, c'est consciemment qu'il pose la question d'un objet très quotidien, mais qui renvoie à un objet qui est plutôt de culture presque élitiste à l'époque. Même chose ici, avec ce cahier, dont le motif peut faire songer à un Jackson Pollock. Ou cette balle de golf, dont, si on l'observe bien, on constate que sa configuration peut évoquer un tableau de Piet Mondrian. Voici un autre tableau qui est un peu particulier, mais qui revient à cette esthétique du noir-blanc qu'on vient de traverser, et qui, en fait, s'intitule Portrait de Madame Cézanne. C'est un tableau de 1962. 1962 est une année cruciale dans la production de Roy Lichtenstein, puisqu'il fait énormément de toiles dans toutes les catégories qui seront les catégories qui deviendront les blasons, en quelque sorte, de sa production. C'est assez exceptionnel de voir à quel point il est pluriel à ce moment-là. Portrait de Madame Cézanne par Cézanne et l'interprétation qu'en fait Roy Lichtenstein. Vous voyez que alors que Cézanne travaille avec des systèmes de facettage coloré, Roy Lichtenstein, lui, schématise la forme, pose des axes et évoque à la fois le langage et une certaine forme d'énergie, alors que Madame Cézanne est plantée dans son tableau. Cette relecture du tableau de Paul Cézanne n'est pas due à Roy Lichtenstein, mais bien à un peintre et critique d'art qui, en 1943, M. Loran, avait réalisé un schéma présentant la structuration du tableau de Cézanne. Il l'avait publié dans un livre où il y avait plusieurs tableaux qui étaient décortiqués par un système de diagrammes. Lichtenstein a récupéré cette image et a fait en sorte de reposer certains traits, la lourdeur de certains traits a été atténuée, regardez le contour de la figure est plus fin, la manière dont les lettres se posent est plus calibrée. Et à ce moment-là, Loran est fou furieux et contrairement aux personnes des comics qui n'avaient en fait aucun allié à l'époque, on les considérait comme les derniers rejetons de la production artistique, Loran, lui, est peintre et critique d'art. Donc il est aidé par toute une série de personnes et il pose un procès à Roy Lichtenstein. Procès que Lichtenstein va gagner, puisque les autorités diront qu'il y a certes une forme d'appropriation, mais qu'il y a surtout une création et une transformation de l'image originelle de Loran. Dès lors, Roy Lichtenstein va se lancer dans une série de réinterprétations de tableaux de grands maîtres. Le voici par exemple réinterprétant Picasso. Donc il réinterprète à sa manière, c'est-à-dire en posant l'univers d'un artiste vers une esthétique qui est une esthétique qui semble être coordonnée par l'esthétique de la bande dessinée de l'époque. Donc simplification des formes, jeu sur les aplats, goût pour la trame notamment. Ici, une autre relecture, celle de Monet, d'un impressionniste à un pop. Regardez la manière dont ici il varie les manières de traduire l'eau au sein de sa réinterprétation. Donc il n'est pas si étranger à la volonté de l'artiste originel.
Ou bien ici, par exemple, une relecture de Salvador Dali. Voici comment Roy Lichtenstein, en amoureux passionné de l'art, réingurgite et reformule le travail d'autrui. Je vous disais tout à l'heure qu'au sein d'un des tableaux liés à la bande dessinée, il y avait un tableau vu de dos. La question de l'art est au centre des préoccupations quotidiennes de Roy Lichtenstein. C'est un grand travailleur. Il ne rêvait que d'une chose, c'était de travailler jour et nuit en somme, ou en tout cas de manière continue. Et donc l'art est omniprésent au devant de la scène comme au derrière de cette scène. Ici, il interroge donc le tableau comme un objet physique en peignant un dos de tableau sur la face de son tableau. C'est un jeu presque humoristique ou philosophique sur le peintre qui peint le dos d'un tableau. On retrouve tous les éléments caractéristiques de son travail que je ne vous énumère plus. Et puis, il y a cette série emblématique de son travail et qui interroge à nouveau le fait de peindre. Lui qui a cherché à gommer le plus possible la touche, la patte de l'artiste, va interroger la manière dont la peinture est posée sur un support. Regardez cette toile, il s'agit d'une relecture de deux gestes picturaux. La partie jaune évoque une matière picturale dans laquelle un pinceau vient de passer. Se créent alors des sillons au fil des poils, et ici ils sont exagérément amplifiés avec ce trait noir, alors que la partie bleue est, elle, issue d'un geste très impulsif à la manière de Jackson Pollock, où on aurait jeté de la peinture sur le support. Ce sont des sortes de taches. À nouveau, sa relecture avec son style bande dessinée va amener un cerclage noir autour de cette forme bleue. On retrouve ce geste dans ce tableau-ci. Ici, c'est une synthèse entre l'usage de ces questionnements sur la peinture et l'usage de vignettes de bande dessinée. En effet, cette image provient, elle aussi, d'une BD où un personnage de peintre s'énerve sur une de ses toiles et supprime le visage d'un personnage en faisant de grands gestes comme une croix qui vient biffer le visage en question. La peinture peut être plus ample, se déployer, être énergisante. Alors regardez comme nos yeux circulent au sein de cette toile de très grand format et qui, étrangement, interroge l'abstraction duquel il s'était vraiment échappé, et ici avec une signalétique quasiment de l'ordre de la bande dessinée. Regardez de nouveau les aplats et le système de tramage. Ce tableau, qui est de 1966, est donc un tableau plutôt de la jeunesse de l'époque pop de Roy Lichtenstein, et vous voyez donc que tout est posé très vite dans son vocabulaire. Le tableau est une gigantesque pièce que vous voyez ici, et de ce petit geste de triturer de la peinture, il en fait quelque chose qui avoisine la monumentalité. Parmi les recherches les plus fines de Roy Lichtenstein, il y a aussi le désir, qui est un désir à la fois figuratif et abstrait, de peindre quelque chose qui évoquerait un miroir et la réflexion de la lumière sur une surface réfléchissante. Ce sont des tableaux moins emblématiques, mais qui représentent totalement l'esprit intellectualisant de Roy Lichtenstein. Bien entendu, Lichtenstein va aussi expérimenter le volume au travers de certaines sculptures telles qu'on peut en voir dans l'espace public, notamment celle de droite qui est à Barcelone ou à Madrid par exemple, où le Reina Sofia possède une pièce évoquant les peintures liées au coup de pinceau. L'espace public, on le retrouve ici avec une présentation dans
le métro new-yorkais, une œuvre implantée dans le métro new-yorkais, où on retrouve des éléments qui sont typiquement associés à l'esprit de bande dessinée, son goût pour la trame, la science-fiction. Quelque chose qui est important aussi, c'est les frises. Il a fait beaucoup d'œuvres qui sont des entablements et que vous pouvez voir notamment dans l'expo du BAM. Pour conclure sur Liechtenstein, on va évoquer une pièce monumentale, qui est une pièce de 1986. Donc on était au départ, plutôt au début de sa production, on voyait que tout était très dense et arrivait très vite en termes de vocabulaire. Et puis plutôt ici une pièce de maturité et une pièce grandiose qui est implantée encore aujourd'hui à New York dans ce qu'on appelle l'AXA Center. Vous avez une pièce monumentale qui a demandé énormément d'efforts de conception à Roy Lichtenstein, et voici quelques étapes du travail. Au départ, un travail de crayonné, comme vous pouvez le voir sur la droite, et puis petit à petit, une volonté d'essayer de déterminer quelles seraient les formes, la manière dont les aplats seraient ou non posés, les rayures, les trames au sein de l'image. À partir de ce moment-là, il va y avoir un travail qui est plutôt de l'ordre du collage. Vous voyez qu'ici, c'est une esthétique où il mélange des différentes périodes de son propre travail et il les agglomère les unes aux autres. Volonté donc de relire son propre travail, comme par exemple ici vous voyez une carte postale d'un travail plus ancien et qu'il met en parallèle avec une relecture du travail de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de Léger. Voilà l'image source pour la figure féminine, mais qui est une figure féminine jouant au ballon, qui était le sujet d'un de ses propres tableaux. Donc il fait des ricochets. Voilà son atelier. Vous voyez qu'il y a des petits pans de couleurs qui sont prédécoupés et qu'il peut poser sur les images. Il utilise aussi des calques. Donc il y a vraiment un travail de va-et-vient constant pour essayer de déterminer la forme finale de la réalisation. Donc par exemple, ici, vous voyez qu'il appose une forme découpée par au-dessus d'une autre pour savoir s'il n'est pas préférable d'utiliser cette forme au détriment d'une autre proposition. Donc en fait, c'est à la fois un collage, un travail d'une minutie importante, notamment ici, parce que comparativement aux travaux du début de sa production, il y a énormément de coloris, et dès lors, il faut faire en sorte de contrebalancer chacun des poids de ces coloris. Alors, pour conclure complètement sur Roy Lichtenstein en tant que tel, une image qui montre à quel point, en effet, dans les années 60, la figure de Lichtenstein pouvait apparaître comme quelque chose de pleinement participant à l'ère du temps, l'ère d'un temps de transformation majeure, du désir d'une population de voir une pratique artistique correspondre à ses aspirations, à ses formes les plus récurrentes, notamment la bande dessinée, et un désir d'arriver, après la Seconde Guerre mondiale, vers une période de bien-être, de calme, de fantaisie, et qui est particulièrement incarnée au travers des couleurs utilisées par Roy Lichtenstein. Alors, le BAM propose actuellement une exposition centrée sur la question des différentes productions multiples de Roy Lichtenstein, au travers notamment de ces techniques d'impression. Je vous invite vraiment à découvrir notamment la salle didactique consacrée aux différentes techniques. Elle est extraordinairement bien conçue et vous avez donc des œuvres qui nous montrent l'appétit important de Roy Lichtenstein pour cette question de l'impression et de l'image multiple. Cette image multiple est au cœur de la pratique de Lichtenstein et est un des cœurs battants de sa production. Donc c'est pas juste quelque chose de complémentaire qui va nourrir économiquement l'artiste, mais vraiment une sorte de défi qu'il se posait à lui-même, sachant que originellement, parmi ses premières œuvres, il y a énormément de gravures, justement. Alors, la figure de Roy Lichtenstein est tellement
emblématique que de nombreux publicitaires ont utilisé son vocabulaire visuel pour accompagner des campagnes. C'est notamment ici le cas de cette montre, le cas de la marque Perrier, qui récupère l'esthétique de Liechtenstein. On va même jusqu'à créer des baskets dont l'environnement graphique évoque très clairement le pop. C'est une forme d'appropriation, une appropriation culturelle au sens très très large. Mais certains artistes se sont appropriés l'image de Liechtenstein aussi. C'est le cas notamment d'un artiste peu célèbre, un artiste hollandais, et qui s'amuse à peindre des tableaux et des visiteurs en train de les contempler. Alors, vous voyez ici la force du Liechtenstein, parce que dans la réplique de Borsman, il y a une forme de fadeur, en quelque sorte, comparativement à la légèreté, à la justesse du rendu de Liechtenstein. Passons en revue un certain nombre d'artistes qui, plutôt que de copier Liechtenstein, comme c'est le cas ici, vont s'accaparer des questionnements qui sont présents dans sa production. C'est notamment le cas de Michael Craig Martin, qui est un peintre irlandais et un artiste conceptuel par ailleurs aussi irlandais, et qui est fasciné par la figure de Liechtenstein. Au sein de la pratique de Craig Martin, il y a notamment la volonté de simplifier les formes, d'utiliser des objets et de les mettre en relation dans un esprit de collage, et l'usage du coloris. Le cerclage noir est capital dans sa production, comme vous pouvez le constater. Alors les tableaux sont démesurément grands, vous voyez que l'atmosphère colorée est très pop, justement, alors que Craig Martin a une production qui est totalement contemporaine. C'est un artiste qui travaille encore aujourd'hui dans une sorte d'élan, d'énergie posée par notamment Liechtenstein. Mais je pense que l'héritière la plus fine, en somme, de l'esprit de Roy Lichtenstein n'est pas une artiste pop. Il s'agit de Sherry Levine. Sherry Levine est une artiste américaine qu'on a considérée comme appropriationniste. En fait, la pratique de Sherry Levine va encore plus loin dans l'appropriation d'une forme culturelle. Donc Liechtenstein reprenait des vignettes qu'il n'avait pas créées. Sherry Levine va reprendre des choses, mais au sein de l'histoire de l'art. Elle va, par exemple, photographier une photographie de Walker Evans. Elle l'intitule After Walker Evans. After en anglais a une double traduction. Il peut être considéré comme après Walker Evans ou d'après Walker Evans. Vous voyez que c'est un travail qui est intellectualisant, mais l'intellectualisme de Roy Lichtenstein était une force de son travail. On retrouve ici un décalage, puisque par exemple, ici elle s'approprie une forme qui est un tableau de Malevich, et elle le réalise à l'aide de crayons et d'aquarelles. En somme, on pourrait considérer que ma manière d'associer d'une part Roy Lichtenstein et d'autre part Sherry Levine est un peu étrange. Pourtant, il existe notamment une pièce de Sherry Levine qui est véritablement un clin d'œil direct à Roy Lichtenstein, puisqu'elle a réalisé une sculpture qui est un ballon qu'elle pose d'après Roy Lichtenstein, d'après la peinture que vous avez sur la droite. Donc, en somme, d'un artiste pop, Roy Lichtenstein, on peut glisser vers une pratique extrêmement conceptuelle qui est ce travail appropriationniste. A l'inverse, l'artiste connu sous le nom de Hero, un artiste islandais, a repris ou travaillé simultanément sur la question de l'image populaire et le débordement d'images populaires. La source est très clairement ici mixée dans une esthétique de collage.
on ressent très fortement cette juxtaposition de deux mondes, le monde de la Renaissance et le monde de la NASA, et qui sont présents simultanément, mais comme dans un accident temporel. Cette toile-ci d'Héro est une toile qui est plutôt calme par rapport à l'esthétique traditionnelle de Héro. Voilà ici une image où on ressent très fort ce désir d'accumulation d'images, de faire entrechoquer celle-ci et de créer un trouble visuel où l'œil ne parvient plus à trouver une zone de répit. Ce qui est intéressant, c'est que le regard est omniprésent dans la toile elle-même. Les regards sont omniprésents. Je vous ai montré une photo de l'atelier de Roy Lichtenstein et on voit que c'est quelqu'un de très carré, de très précis, de très méthodique. Et ici, on est vraiment dans l'excès inverse, on est dans le bouillonnement. Donc, si Héro est une sorte de contemporain et héritier du pop de Lichtenstein, c'est au niveau de son désir de s'accaparer la culture populaire. Voilà par exemple un gigantesque tableau qui est formé de plusieurs pans et où en fait Héro peint des héroïnes de comics. Alors, je vous parlais de la difficulté de saisir l'endroit où on rentre dans le tableau de Héro. Ici, c'est vraiment le cas avec une surmultiplication de ce super-héros qui semble totalement insaisissable au sein de cette image. On est loin de la simplification de Lichtenstein, mais on est dans le même espace, c'est-à-dire essayer de considérer la culture populaire comme un tremplin vers la question de la peinture. On retrouve des super-héros à nouveau au sein de cette image. Et puis, phénomène de convergence entre les deux artistes, il y a aussi un goût chez Héro de la relecture des classiques de l'histoire de l'art. Quittons l'artiste islandais pour aller vers un artiste français qui s'appelle Gilles Barbier. Gilles Barbier est sculpteur et artiste au sens le plus général du terme, et il a une méthode de travail qui est intéressante et qui non pas rejoint le travail de Lichtenstein, mais on comprend que Barbier est comme Lichtenstein un fou de travail. Et il s'est dit qu'en fait, il était malheureux lorsqu'il ne travaillait pas et lorsqu'il n'avait pas d'idées. Et dès lors, il s'est inventé une méthode de travail où lorsqu'il n'a pas d'idée, il réalise un objet qui ne lui demande aucune stimulation intellectuelle. En l'occurrence, il réalise des grands dessins où il recopie à l'identique des pages de dictionnaire. Donc on est sur quelque chose qui est de la duplication, comme tout à l'heure chez Roy Lichtenstein. Alors, ce duplicata, ici, est un gigantesque papier où, à l'aquarelle, il réalise une page de dictionnaire avec, sur le côté, ici, un errata. Voilà un détail de l'image en question. Pour autant, Gilles Barbier n'est pas que quelqu'un qui réalise des dessins, mais bien aussi un sculpteur. Voici une exposition qui avait lieu à Marseille de Gilles Barbier et où vous vous confrontez à une image, ou plus exactement à une sculpture à l'avant-plan qui était assez troublante. En l'occurrence, vous avez une série de personnages qui semblent venir de milieux différents, à la fois d'une imagerie plutôt classique, c'est notamment le cas sur la droite de cette petite danseuse qui est une référence à Degas, donc à l'histoire de l'art la plus classique. Vous avez des gens qui renvoient vers des territoires lointains, comme juste derrière la figure de la danseuse, des personnages qui semblent issus d'Océanie notamment. Et puis, vous avez des personnages qui appartiennent au folklore. À l'avant-plan, vous reconnaissez un Gilles, et plus loin, vous reconnaissez certains personnages qui sont affublés de caractères qui les renvoient vers des régimes politiques, comme une sorte d'apparatchik russe, ou un pape, ou un évêque, ou un roi, et ainsi de suite. En fait, les visages de ces personnes sont des autoportraits de Gilles Barbier. Le Gilles est donc un Gilles.
Donc ici, il y a un jeu là-dessus. Et les visages ont toujours les yeux clos, comme s'il était en train de rêver d'être ces différents personnages. Alors, ils sont hyper réalistes à tel point que lorsque vous circulez entre eux, vous avez vraiment la sensation qu'ils vont à un moment ou à un autre ouvrir les yeux. Ils sont quasiment tous pourvus alors qu'ils ont parfois un, un décorum, comme ici cet empereur, de claquettes, de petites chaussures de plage. Ils sont plus petits que la normale, ce sont des nains, comme des nains qui joueraient à la cour d'un roi pour les amuser. Je vous montre quelques réalisations de cet ensemble. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus presque pop, en quelque sorte, hein, puisqu'ici, c'est un être chewing-gum qui, au sein de ce dispositif, il y avait aussi un être gruyère, par exemple. Alors, la bande dessinée est vraiment au cœur de l'esthétique de Gilles Barbier, avec par exemple ici ce personnage qui est porté par une logorrhée telle que des phylactères sortent de sa bouche comme s'il vomissait ces phylactères et qui, vous le voyez, semble pourtant être pourvu d'aucun message. Donc il y a énormément de choses qui sortent, mais rien n'est dit. De même, ici, on a vraiment l'impression de trouver en 3 dimensions une sorte de synthèse de l'ensemble des injures du capitaine Haddock, et cette personne est en fait un ivrogne qui tombe au sol et qui jure, et ces messages se prolifèrent dans l'espace et se propagent. En voilà un détail. Donc sa capacité langagière est un peu altérée, vous voyez les onomatopées, des objets comme des étoiles circulent tout autour de lui. Alors il y a une dimension humoristique très clairement affirmée dans le travail de Gilles Barbier. Ici c'est un portique de téléportation, donc très intéressant lorsque vous visitez une exposition. Et ce portique en fait il est pourvu d'un petit mot, il y a un petit mot sur le portique et il est écrit "Désolé, ce portique est actuellement en dérangement". Bien entendu, puisqu'il s'agit juste d'une série de planches de bois qui ont été peintes, c'est évident que la téléportation ne sera pas pour tout de suite. Cet humour, on la retrouve dans cet hospice de super-héros, où on a de nouveau une esthétique qui est une esthétique des comics, et il s'est posé la question de se dire, mais en somme, les comics ont été créés il y a déjà maintenant de nombreuses années, et si les super-héros avaient réellement l'âge de leur naissance, ils seraient probablement dans des étranges conditions aujourd'hui, et ils seraient peut-être rassemblés au sein d'un hospice. Vous voyez par exemple à l'avant-plan que l'homme élastique a perdu son élasticité d'une certaine manière, que Hulk a un peu trop tourné sur lui-même, il ne sait plus bouger de manière autonome, que Superman doit se munir de quelques petites estrades pour pouvoir circuler, que Super Gémy a perdu de sa splendeur, et on retrouve l'homme élastique ici. Alors, quittons Gilles Barbier pour un dernier artiste, un artiste qui, pour moi, est assez étrangement proche de ce que pouvait être Roy Lichtenstein au moment où on l'a découvert. C'est-à-dire, la plupart de l'intelligentsia de l'époque a dû se dire, mais non, ce n'est pas de l'art, c'est trop populaire, ça ne tient pas à grand-chose. Sacha Goldberger a d'abord travaillé en tant que coordinateur artistique, notamment sur des plateaux de pub, par exemple, et s'est par la suite réorienté et a créé notamment des images photographiques. Goldberger a, à un moment dans sa vie, songé très fortement à la détresse qui était en train d'envahir l'une des personnes les plus importantes dans sa vie d'enfant et d'adulte, c'était sa grand-mère. Le voici en compagnie de sa grand-mère. Et il appelle affectueusement sa grand-mère Mamika. Mamika va devenir l'héroïne du travail de Sacha Goldberger.
Les héroïnes de Liechtenstein, c'était ces blondes assez charmantes que l'on a vues au fil d'étoiles. Et ici, son héroïne, c'est une grand-mère qui est en train de perdre pied et qu'il va entourer d'affection et qui va devenir son modèle permanent pour ses photographies. Alors, il va d'abord montrer la fragilité des personnes âgées, leur désir d'être encore autonome, mais vous voyez que Mamika, ici, elle a un peu du fil à retordre avec son petit chien qui est un peu énergique comparativement à elle. Et puis, il peut y avoir d'autres types de troubles, par exemple des troubles liés éventuellement à Alzheimer. Donc, en fait, n'oubliez pas, hein, il s'amuse avec sa grand-mère pour essayer de la maintenir aussi en termes d'attention. Et donc il singe cette difficulté de savoir s'orienter dans l'espace par exemple, difficulté de poser les gestes ad hoc. Ici elle utilise son chien comme un chiffon, ou elle le repasse sans faire attention à ce qu'elle vient de prendre dans la malle à linge. Elle nourrit son poisson qui est en fait une boîte de sardines, où elle part pour une soirée exceptionnelle à l'opéra, et voyez quelle boucle d'oreille elle vient de choisir. Ici, il joue sur une dimension humoristique par rapport au naufrage, en quelque sorte, que représenterait la vieillesse. Sachant que, bien entendu, c'est fait avec une grande affection pour sa grand-mère, qui, à ce moment-là, est totalement consciente de ce qu'elle fait. Et puis il va commencer à vraiment réfléchir et à définir son personnage, et il se dit, mais pour moi, Mamika, donc ma grand-mère, c'est ma super-héroïne. Et il va créer alors un personnage de Mamika super-héros. Mamika a des super-pouvoirs, elle arrête des voitures dans la rue rien qu'à la force de sa pensée. Elle a un bolide, bien entendu, comme tout super-héros, elle a son bolide à elle. Ben, parfois, Mamika a un peu de mal à pouvoir jouer parce qu'elle est tellement forte que rien ne fonctionne plus. Elle doit s'entraîner, comme tout sportif de haut niveau, ben, elle s'entraîne, la petite Mamika. Bon, elle a quelques petites difficultés parce que certains de ses compagnons de lutte ont eux aussi des pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas toujours très bien, ou bien eh ben, elle peut, tout super-héros est-elle, être récupérée par des accidents de mémoire ou des gestes un peu inconsidérés en mangeant ici un compagnon à quatre pattes, ou en tout cas en voulant le manger. La dimension humoristique est omniprésente, et désireux de se renouveler, Goldberger s'est dit, mais tiens, je vais mélanger cette esthétique qui est issue des super-héros et une esthétique plus classique, dans un mélange qu'on en a déjà observé tout à l'heure chez Liechtenstein, entre une culture noble et une culture populaire. Et pardonnez-moi, j'ai mal fait ma transition. Ici, vous avez d'autres super-héros parce qu'il s'était dit, mais ma grand-mère est en train de perdre de plus en plus d'amis. Donc, si j'invite des gens sur le plateau à faire des co-héros, peut-être qu'ils deviendront des amis. Et Mamika trouvait qu'ils étaient très désagréables, qu'ils n'étaient pas assez jeunes, qu'ils n'étaient pas assez sympas. Ce que je vous disais donc, sur ce croisement entre les différents formes artistiques, qu'il s'agisse d'un art noble et d'un art populaire. Ici, vous avez des super-héros qui sont comme positionnés dans un passé de l'ordre de la Renaissance flamande, avec de très beaux textiles qui viennent se configurer de telle sorte à évoquer le costume des super-héros en question. On a l'impression d'un tableau très classique, presque d'une peinture, et d'un mélange d'époques qui est volontairement mis en place par Goldberger. Voilà, je vous montre quelques super-héros que vous reconnaissez immédiatement, hein, qui appartiennent complètement à la culture populaire. Mais faites attention aux soins qu'il a apportés à la confection, aux commandes qu'il a passées pour confectionner les costumes. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui a mis en place un travail d'équipe qui lui vient très certainement de son passé de directeur artistique dans la publicité.
Voilà d'autres héros de la culture populaire qui sont basculés vers la Renaissance flamande. Et puis évidemment, il fallait retrouver Mamika, hein, parce que Mamika était un peu triste de ne pas participer à ça, et donc elle joue des rôles de princesse, de reine ou de super-héroïne basculée elle aussi vers la Renaissance flamande. La tendresse est donc au cœur du dispositif de Goldberger et cette série-ci l'incarne parfaitement. En fait, il voulait de manière plus sobre parler de la beauté de cette femme, de Mamika, et il a inventé la jeunesse de Mamika. Donc il a pris une mannequin, une jeune mannequin, lui a demandé de poser dans une attitude spécifique, dans un lieu spécifique, et il met en diptyque le corps de cette femme comme si elle avait vieilli, mais qu'elle avait gardé cette espèce de dignité, cette grandeur et cette beauté en somme. À nouveau, même principe opératoire dans cette image-ci. Et vous voyez, en fait, ce que j'ai cherché à vous montrer, c'est qu'au sein du travail de Roy Lichtenstein, il y avait ce désir de casser les codes, de passer à autre chose, d'utiliser la culture populaire comme un levier, de rester un peintre, de rester un artiste, d'être assez intellectualisant comparativement à d'autres artistes pop. C'est probablement celui qui est le plus froid en quelque sorte, même si ses couleurs sont chatoyantes. Et il utilise les choses populaires pour faire venir à lui le visiteur, comme Sacha Goldberger utilise l'esthétique populaire pour nous poser des questions qui sont bien plus profondes, c'est-à-dire notamment quelle est la place des personnes âgées dans notre société, quel est notre sens du respect que l'on a pour eux et cet amour qui est souvent inconditionnel entre les petits-enfants et les grands-parents. J'espère que ce panorama un peu éclaté vous a intéressé et je vous souhaite une très bonne suite de journée. À bientôt avec JAP ou à bientôt au BAM, bien entendu. Au revoir.